tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout l'appui, les commentaires, les partages, toutes ces belles choses-là qui nous aident énormément. Ça fait grandir notre petit balado, puis on vous apprécie énormément. Salim, ça va bien? Écoute, j'allais bien, mais quand je suis arrivé puis je t'ai trouvé que tu étais super beau, bien habillé, etc., puis je me dis, hey, le monde, ils vont penser que moi, je fais rien de mes journées, je travaille pas, j'ai rien. Mais Georges, lui, il a un job, il travaille. Je m'habille comme ça. Écoute, il y a les élections, ça s'approche, c'est beaucoup plus officiel. Tu te présentes! Ouais, exact, t'as tout compris. On m'annonce aujourd'hui. Good. À Trois-Rivières, à Orford, à Bellechasse. Ouais, je sais. Dis-moi donc. Oh my God. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Écoute, le mois d'août, c'est toujours un peu spécial, hein? Tu sais, en fait, t'as à la fois hâte et pas hâte que le rythme habituel reprenne. Ouais. En fait, tu as hâte parce que ça organise ta vie quand même. Tu sais, quand tout est à sa place, là, tu sais, ta vie est plus organisée. Et en même temps, t'as pas hâte parce que, tu sais, l'été, il fait beau, les gens sont plus relax, prennent ça plus tranquille. Mais bon, écoute, c'est comme ça, hein, c'est le cycle annuel. J'ai juste toujours l'impression que l'été, c'est très court quand tu penses à toute la période d'automne, d'hiver, de printemps souvent. Ouais. Là, tu trouves que l'été est trop court. Surtout qu'en plus, il y a quand même plu cet été-là. Donc, C'était pas le meilleur, c'était pas le meilleur été qu'on a eu, là, ça c'est vrai, mais je suis d'accord avec toi, c'est une période où les gens sont un peu perdus. Les enfants retournent, on retrouve un peu le rythme, on veut pas, on essaie de s'organiser. Moi, je t'avoue, je sais même pas quand est-ce que mes enfants retournent à l'école. Je suis complètement perdu. Ouais, bon, là, voyons. Je veux dire, c'est tous les ans, depuis toujours, depuis ton époque, c'est à peu près la même période. Là, fin août, début septembre, I don't know. C'est toujours ça. 2-3 jours près, c'est toujours ça. Salim, la semaine passée, tu te souviendras, on a commenté un sondage. Ouais, le Palace. C'était le Palace Data qui était sorti. Puis on parlait la semaine passée que très possiblement, puisqu'il y a un sondage, il va en avoir d'autres juste avant le déclenchement des élections. En passant, les élections, on déclenche ça dans 10 jours ou juste avant la fin d'août. Les rumeurs les plus fortes, c'est le 27 août. Elles vont être déclenchées pour un vote, bien sûr, le 5 octobre. Ça, on le savait déjà. Mais cette histoire de sondage, d'une maison de sondage qui répond à une autre, les Français ont une très belle expression. J'ai toujours adoré cette expression. C'est les Français qui utilisent ça. On l'entend jamais ici au Québec ou presque, à moins que les gens la connaissent. Là. Mais c'est la réponse du berger à la bergère. Mm-hmm. Donc, il y a eu un palace, puis la réponse du berger à la bergère. Donc, c'est celui de Léger qui est sorti en début de semaine, lundi, mardi, mardi, je crois. Ouais, exact. Puis qu'est-ce que t'en as pensé, tiens? Mais écoute, moi, je pense que ça confirme une chose pour moi, là, les sondages. Évidemment, c'est le début, comme on a dit la semaine passée. Les gens sont même pas dans le contexte un peu d'une élection dans l'horizon. Attendons voir quand les pancartes seront posées, quand les médias n'ont même pas commencé officiellement leur programme, tu comprends? Les grands journalistes sont même pas de retour des vacances. Quand tout ça va reprendre, moi je parle au milieu du mois de septembre, genre. Non. Là, d'abord, les programmes vont recommencer dans les médias dès lundi, là. Ce lundi. Aucun doute là-dessus, mais je dis plus au niveau de l'attention médiatique qui va aller chercher les lecteurs moyens. Les lecteurs, là, on va se le dire, là, pendant l'été, ils essayent effectivement de prendre ça relax, un peu comme on disait tantôt, essayer de profiter des rayons de soleil quand il fait beau, là. Donc, ceux qui vont faire des randonnées, ceux qui vont aller sur des lacs, ceux qui vont être chez eux à faire du barbecue, des épluchettes de blé d'Inde. Quoi que j'en ai pas vu encore, là. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste moi, mais anyway, bref. Donc tout ça pour dire...
Oui, c'est sûr que les gens, ils reviennent, quand ils reviennent avec une tête un peu plus pleine, une vie plus organisée qui va à un rythme plus élevé, c'est sûr que là, les sondages comptent plus. Mais tu sais, c'est quoi la différence, Georges, entre cet été puis, par exemple, les 3 derniers étés? Ben, c'est qu'il y a une élection. Donc, c'est pas pareil. C'est-à-dire, si on avait été il y a 1 an, puis il y avait eu des sondages au mois de septembre, de août, puis probablement qu'on a dû le dire l'année dernière, si on revient dans nos épisodes de l'année passée, on va dire, ouais, mais regarde, à prendre avec des pincettes, là, les premiers sondages, même ceux du début de septembre, encore moins ceux de août, là, mais tu sais, même ceux du début septembre, là, ils sont pas encore bons, il faut attendre genre la fin septembre. Ouais, mais la différence, c'est que là, veut pas, il y a quand même une élection. Ouais. Les gens finissent toujours par savoir qu'il y a une élection. C'est-à-dire, si c'est pas parce qu'ils ont croisé des politiciens sur le terrain, c'est parce que veut pas, même dans la programmation d'été de la radio, ben, il y avait des gens qui ont commenté la politique, puis il y a eu des tweets, puis il y avait de ceci, cela, etc. Les gens le savent. Ouais. Donc, les gens se préparent aussi psychologiquement. Les gens se préparent, oui, mais j'ai l'impression aussi que, on va le voir. Déjà, on a parlé la semaine passée, puis le léger encore répète le fait qu'il y a une grande partie de la population qui sont complètement, on va pas dire dans le champ, mais tu sais, quand tu as près de la moitié de la population qui est toujours indécise par rapport aux élections, tu sais, tu comprends, puis il y a encore du terrain. Oui, on est à la porte là, des élections, puis ça va commencer à aller très rapidement. Là, maintenant, les annonces, la visibilité, on va voir ça partout, dans les journaux, à la télévision, à la radio. Il va y avoir pas mal plus de balados maintenant qui vont commencer à commenter l'actualité. Mais pour l'instant, on voit que la population, elle n'a pas encore fait son choix. Donc, les sondages, oui, ils montrent... ça peut changer. Ils montrent ce qu'ils montrent, les sondages, mais il faut quand même avoir une prudence parce que 50% de la population qui sont indécis, là, ça peut aller de tous les bords. Oui, effectivement. C'est 49, hein, c'est ça? Oui, ouais. Donc, on dit à peu près un Québécois sur 2 là, n'est pas encore sûr de son choix, ou tout du moins, son choix peut évoluer ou changer. Donc, oui, je pense que c'est la donnée la plus importante du sondage. Oui. Maintenant, c'est pas parce qu'une donnée est importante comme celle-là, effectivement, extrêmement importante, ça veut dire que rien n'est joué. Ouais. Mais bon, ça ne veut pas dire non plus qu'on n'est pas capable d'avoir quand même une idée du pouls de la population. Ouais. Tu sais, ce sont des sondages qui ressemblent quand même à ceux d'avant l'été, là, donc avant la pause estivale. Donc, tu sais, la tendance, elle est encore là. Hein. C'est-à-dire, ça a tout l'air d'être un gouvernement minoritaire du Parti québécois. Le Parti québécois qui, autant chez Palace que chez Léger, est en première position. Je pense que c'est 31, je pense. Non, c'est 30. 30, pardon. Ouais. 30. Donc, à égalité avec la dernière fois là, que ça avait été sondé. Les libéraux sont 2e, la CAQ est 3e. Puis le Parti conservateur et enfin Québec solidaire. Mais je vais quand même donner les chiffres parce que on peut quand même essayer d'analyser ça. Là, c'est sûr que ça va jamais être parfait. Là, je veux dire, on analyse un sondage qui lui-même n'est pas une comment dire, c'est pas quelque chose d'inscrit dans le marbre. Donc, les libéraux perdent 3 points, donc sont passés de 27 à 24. Et donc, les caquistes sont passés de 21 à 20. Ça, c'est au national. Donc là, tu sais, c'est sûr qu'au national, on voit 3 partis qui sont au-dessus de 20%. On peut légitimement croire que il va y avoir des courses à 3 dans certaines circonscriptions. Mais attention, les courses à 3, c'est pas nécessairement dans cette configuration-là. Des courses à 3, parfois, ça peut comporter le Parti conservateur du Québec, même s'il est plus loin dans le sondage national, parce que dans certaines régions, je pense notamment à la région de Québec, Chaudière-Appalaches, la Beauce, et puis une toute petite partie de l'Estrie. Il commence à y avoir quand même les conservateurs qui pointent un peu le bout de leur nez. Mm-hmm. Bon,
Georges, on va se le dire, on l'a dit souvent, toujours, on n'est pas les seuls évidemment à le dire parce que c'est juste une évidence pour tout le monde. Un sondage, c'est bien de voir le sondage au niveau national parce que ça nous donne une idée des Québécois comme population au global, où est-ce qu'ils se situent. Par contre, dans la capacité de gagner des circonscriptions, et fondamentalement, c'est ce qui te permet de gagner une élection ou te positionner dans les partis représentés à l'Assemblée nationale, c'est le vote francophone. Exact. Pourquoi le vote francophone? Encore une fois, c'est le seul vote qui est à grandeur de la province versus le vote anglophone ou non francophone à tout le moins, qui lui est souvent concentré dans certaines circonscriptions, plus souvent qu'autrement dans la grande région de Montréal. C'est normal, Montréal, métropole, Montréal, son histoire, etc. Exact. Puis on le dit souvent avec tous les sondages qu'on a commentés depuis des mois maintenant. C'est bien beau de voir qui vient premier, deuxième, troisième, mais le vote francophone, c'est là où ça se joue. Et on le dit souvent, les libéraux, même s'il n'y avait jamais une majorité du vote francophone, il s'agissait simplement d'avoir autour d'un 25%, entre 23 et 28%, autour du 25%. Disons, 28, ils sont en business pour former le gouvernement. Là. Mais normalement, autour de 25%, les libéraux sont dans un terrain privilégié et on voit un problème constant au niveau du PLQ et l'appui à la population de la population francophone. Dans le sondage léger, ils sont à 13%. C'est vraiment, vraiment bas. Alors que le PQ est à 36%. La coalition à venir à Québec à 25. C'est ça, mais bon, alors c'est important parce que là, c'est ça, tu les as nommés finalement. Là, excuse-moi, j'ai essayé de t'interrompre. C'était plus pour parler aussi des autres parce que c'est très important parce que même au niveau de la coalition Avenir Québec, à un moment donné, il y avait certains sondages qui montraient que les libéraux étaient devant la coalition Avenir Québec au niveau des francophones ou à égalité. D'ailleurs, le Palace, je crois, les avait mis à égalité à 19% chacun. Ouais. Et bien là, le léger, bon, je te dis pas que le léger est meilleur que le Palace, mais en tout cas, mais c'est une différence. On a plus de détails avec le léger, par exemple, dans les façons dans la méthodologie, etc. Alors moi, je suis pas du métier, hein, donc mais si ça je reviens à ce que tu disais, Salim, à 25%, là, les troupes de Christine Fréchette auprès des francophones. Ils sont dans un terrain, comme tu disais tantôt, où pour quelques comtés, surtout en région, ça peut faire la différence. On peut avoir des courses à 3. Sinon, avec les libéraux, certainement avec les conservateurs, surtout dans la région de Québec. Donc, le 25% de la CAQ là, dans la population francophone, si ça augmente encore un tout petit peu, là, c'est une autre game. Oui, mais alors, intéressant ce que tu dis, parce que, alors, 25% chez les francophones, tu sais, quand on parle de groupe de population, il ne faut pas oublier qu'on a tout un territoire. Mais là, donc, il faut voir d'autres éléments dans le sondage pour bien le maîtriser, bien le comprendre. Si tu vois que la coalition Avenir Québec n'est pas très forte à Montréal, donc pour avoir une moyenne de 25% chez les francophones, ça veut quand même dire qu'à l'extérieur de Montréal, chez les francophones, ils sont peut-être un peu plus forts que ça aussi, tu sais. Mais c'est ce qui est vrai d'ailleurs pour les autres aussi, hein, c'est-à-dire y compris pour le PQ qui est à 36% chez les francophones. Donc ça veut dire qu'il y a des circonscriptions où ils doivent être à genre, je sais pas moi, 42 ou plus, je sais pas. Donc c'est intéressant parce que ça va les rendre compétitifs. Bon, maintenant, on l'a dit la semaine dernière, on va essayer d'éviter de radoter et de répéter ce qu'on a dit la semaine dernière, mais tu sais, c'est sûr que pour la coalition Avenir Québec, aujourd'hui, augmenter son niveau de vote, c'est aller piger dans l'électorat qui est destiné à voter pour le Parti québécois. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont arriver et aller manger davantage dans le lunch des libéraux. Je serais très surpris. D'autant plus qu'à 13% chez les francophones, j'avoue que c'est quand même... à la veille d'élection, j'avoue que c'est quand même assez bas. Mais c'est bas, mais tu sais, genre, je vais juste te dire une autre affaire encore. Les libéraux, le problème, il est pas tant
dans leur connexion avec les francophones. Moi, c'est vrai, je me contredis quasiment par rapport à il y a peut-être 2 ans ou un truc du genre où je disais ici, il y a une nécessité de reconnexion. Je pense pas que la connexion ou la reconnexion n'a pas été effectuée. Je crois par contre que les électeurs francophones sont un petit peu... comment je vais dire, on leur envoie pas les bons messages à partir du Parti libéral du Québec. Ou tout du moins, quand je dis on leur envoie pas les bons messages, non, en fait, c'est pas tout à fait ça ce que je veux dire. C'est on voit pas nécessairement la raison pour laquelle l'électorat francophone devrait voter pour. Ils devraient mieux expliquer leur position. Leur position, elle est complète chez les libéraux. Mais le problème, c'est que complet veut pas dire parfait. Complet, ça veut dire que tu essayes de cocher les cases une après l'autre. Là, on en a parlé du slogan initial. Je sais pas si ça va être le slogan final, là, mais le slogan initial des libéraux de Charles Milliard, qui est régionaliste, parce qu'on a envie de dire qu'on n'est pas juste montréalais. Nationaliste, une manière de dire qu'on est autant québécois que n'importe qui d'autre. C'est ça que les libéraux essayent de dire. Fédéraliste, pour rappeler que les libéraux veulent pas se séparer du Canada. Mais tu sais, c'est trop de messages en même temps, tu sais. Alors que pour les libéraux... Et en même temps, juste compléter, Salim, c'est très flou, là, tu comprends? Tu utilises des gros mots pour... Grands mots. Gros mots, c'est autre chose. Des grands mots pour aller chercher un grand panier. Là. Tu sais, on va aller nationaliste, régionaliste, fédéraliste. Écoute, mais ça, c'était très bon pendant la course à la chefferie pour M. Milliard. Maintenant, il faut passer par un filtre et être un peu plus précis. Parce que dans une course à la chefferie, tu essayes de ratisser le plus large possible, puis tu veux rassembler ton monde. C'est normal que tu ailles chercher à peu près toutes les sensibilités. Mais dans une élection générale, toutes les sensibilités... En fait, il n'y a personne qui peut être contre régionaliste, nationaliste, fédéraliste. Mais par contre, comment je veux dire? Fondamentalement, c'est quoi le message? C'est-à-dire, si je vote pour toi, qu'est-ce que tu voudrais? Exact. Honnêtement, là, les libéraux, sérieusement, le seul positionnement qui pourrait leur permettre d'aller chercher les votes nécessaires pour faire une belle performance. Et puis, bon, qui sait, peut-être, moi je ne le sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais qui sait, peut-être même, contre toute attente, remporter l'élection. Là, tu sais, je te rappelle que Trudeau, en 2015, est parti 3e, et ça ne l'a pas empêché non seulement de finir premier, mais de finir premier majoritaire. Puis majoritaire, big time, comme on dit. Donc, c'est pas complètement exclu, hein, même si la tendance est quand même assez lourde en faveur du Parti québécois. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que les libéraux, leur message, ça devrait être simple dans leur esprit, c'est de dire, regardez, après 8 ans de la CAQ, vous n'êtes pas satisfait, la CAQ a tout brisé, le Parti québécois, lui, veut fermer la shop. Puis nous, on va venir faire le ménage et redonner leur fierté aux Québécois. Tu comprends? Ça, ce serait un message plus facile. Regarde, je n'ai pas fait d'études, là. J'ai pas fait de focus group, etc. Là, je te sors quelque chose qui me vient un peu instinctivement, là, où je me dis, voilà le genre de message que, ensuite, soit les gens vont adhérer à ce message, soit ils adhéreront pas à ce message. Mais dans les deux cas, qu'ils adhèrent ou qu'ils adhèrent pas, ils vont se dire, OK, au moins on sait ce que proposent les libéraux. Parce que là-dedans, quand je vois les sondages des derniers mois, et même mieux que ça, de la dernière année, parce que l'augmentation du Parti libéral du Québec dans les sondages n'a pas commencé il y a 2, 3, 4 mois. En fait, elle a commencé après la course à la chefferie, déjà avec Pablo Rodriguez, où on avait vu des embellis clairs pour le Parti libéral du Québec. Et d'ailleurs, le Parti libéral du Québec est plus populaire que son chef. Hein, on le voit, les chiffres sont évidents. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Le fait qu'ils augmentent
autant, mais en même temps, ils font ce genre de baisse. Ça veut dire que tu as des électeurs au Québec qui sont mûrs pour recommencer à voter libéral. Mais ça va jamais être un chèque en blanc, c'est normal. Donc, et quand je dis un chèque en blanc, ça veut pas dire genre faites-nous confiance, votez pour nous. C'est pas ça, c'est quand je parle de chèque en blanc dans le sens, mais je veux bien voter pour vous, vous avez l'air vous avez l'air d'avoir passé assez de temps dans l'opposition, à avoir, tu sais, à avoir recruté du nouveau monde, à avoir ramené une certaine fraîcheur. Veux pas, il y a quand même... on le voit, un léger dynamisme. Là, tu sais, c'est sûr qu'ils sont pas champions en communication, mais tu sais, quand même... Tu sens qu'il y a une amélioration. Puis on dirait que l'électorat a envie de donner un petit peu de chance à cette amélioration-là. Mais attends, je la vois un peu venir, cette amélioration. Je vois un petit peu de lumière au bout du tunnel, mais je veux quand même savoir pourquoi je vote, tu sais, fondamentalement. Il y a eu un autre sondage aussi, Salim, on ne va pas rentrer trop en détail, mais il y a eu un synopsis, la presse, qui est sorti aussi cette semaine-là. Et là, les chiffres sont un peu différents. C'est pas mal identique au niveau PQ, PLQ. Tu sais, le synopsis... il positionne le PLQ un peu mieux que le léger. Donc, on parle d'une différence de 4 points. Le PQ est à 30%, le PLQ est à 26%. La CAQ demeure à 20%. Mais la grande différence entre le léger puis le synopsis, c'est l'augmentation du Parti conservateur à 15%. Donc là, quand on est dans une espèce de période où, comme on a dit avant, les gens se magasinent toujours. Tu sais, peut-être que, oui, les souverainistes vont pas voter PQ, mais là, il y a 3 autres choix. Où est-ce que je me situe? On le voit qu'il y a une incertitude par rapport à leur décision. Quand on voit le PCQ monter là, à 15%, c'est sûr qu'à 15%, là, on ne va pas parler d'un gouvernement, là, un PCQ, mais on parle de 5 points de différence avec la CAQ, tu comprends? Donc, et c'est le même écart entre environ le PLQ et le PQ. Donc, on ne parle pas évidemment des mêmes chiffres, sauf que, watch out. T'sais, moi, ça serait une erreur de tasser les conservateurs, surtout quand on sait que dans la grande région de Québec, c'est le premier parti. Donc, moi, je dirais aux gens, attendez voir ce qui sera proposé. Ça ne m'inquiète pas, mais c'est quand même... énorme, le 48 ou 49% des gens indécis. Il y a une grande porte qui est ouverte pour que chaque parti aille influencer un peu son vote dépendamment des régions. Donc, c'est la grande différence entre les deux sondages que j'ai remarqué. Le 15% au PCQ. Donc... bon, c'est pas une énorme... de 12 à 15, c'est non, quand même... 13 à 15. C'est 13? OK. Ouais. Okay. C'est 13. Donc, mais c'est pas... En fait, moi, c'est pas tant le chiffre c'est-à-dire, exact. Excuse-moi, ça revient à ce que tu disais la semaine passée où la CAQ est beaucoup plus près du parti qui suit, donc les conservateurs, qu'ils sont aux libéraux ou évidemment au PQ. Ben, oui. Mais encore une fois, honnêtement, un sondage, puis c'est là que c'est toujours un peu compliqué à décrypter un sondage, c'est que si chez les francophones, la CAQ sont plus élevés, et en fait, c'est pas si, ils sont plus élevés. Si la CAQ est à 25% chez les francophones, puis les libéraux sont à 13% chez les francophones, on se pose quasiment la question qui est à la deuxième place, là. En théorie, là, c'est ça. Parce que le vote francophone à l'extérieur, donc essentiellement à l'extérieur de la grande région de Montréal, là où il y a le plus de circonscriptions. Mais les libéraux sont à égalité avec les conservateurs à 13%, selon le léger. Oui, mais encore une fois, je veux dire, c'est une question de proportion. Non, mais de concentration du vote. C'est ça, les conservateurs, là, leur 15%, leur 13% dans le léger ou le 15% dans le synopsis, il en vaut, je sais pas moi, 27, 28 dans la région de Québec et peut-être plus dans certaines circonscriptions en particulier. Puis moi, ce que je vois surtout entre les 3 sondages, Georges, c'est que veut pas, il y a au Québec aujourd'hui une base PCQ
non négligeable. On verra qu'est-ce que ça va donner en termes de vote. En 2022, c'était environ 13-14% du vote pour 500 000 voix, un peu plus de 500 000 voix. Écoute, ça va avoir un impact sur la carte électorale au final, là, parce que les conservateurs vont soit remporter certains sièges, soit empêcher la CAQ d'en remporter certains au profit du PQ. Ça peut arriver aussi. Exact. Donc, tu sais, ça va être à voir. L'autre chose, surtout, on oublie. Puis c'est pour ça que moi, tu vois, je ne dis pas qu'il y a une maison de sondage qui est meilleure qu'une autre, je le sais pas. Je suis pas du domaine, puis j'ai pas d'opinion là-dessus. Donc je pars du principe qu'elles se valent plus ou moins toutes. Mais il y a une chose que j'aime avec Léger, avec les sondages légers, c'est qu'on a accès à la méthodologie, on a accès à tous les données. Puis par exemple, quand tu vois la démographie, tu sais, parce qu'il y a des groupes d'âge aussi, c'est par groupe d'âge. Alors, je te donne un exemple. Si tu as un groupe d'âge qui vote très fort et un groupe d'âge qui vote moins, puis ça dépend aussi de l'échantillon, tu sais. Donc, dans cet échantillon-là, si, par exemple, tu tombes sur le groupe d'âge qui vote moins, même si les conservateurs sont en avance ou même si les péquistes sont en avance dans certains comtés ou peu importe, mais que c'est cette tranche d'âge-là qui vote moins qui leur est favorable, ben, au final, ça se renverse. Et là, on va se poser la question, toi et moi, après les élections, on va se dire, mais voyons, comment ça se fait que tu sais, ils étaient si forts dans les sondages dans la région de Québec, mais finalement, je parle des conservateurs, mais ça pourrait être, je sais pas moi, un autre parti dans une autre région, peu importe. Et comment ça se fait qu'ils scoraient si fort dans les sondages, mais que finalement, au lieu d'en faire élire 8-9, ils en ont fait élire juste un. On pourrait se poser légitimement cette question. Mais ça vient de... C'est des phénomènes comme ça. Oui. Et c'est super intéressant ce que tu dis, Salim, parce que je te pose la question, le groupe d'âge qui vote le plus, c'est lequel? Normalement, c'est 50 plus? Habituellement. OK. 55 ans et plus. Puis quand tu regardes le léger, quand il y a le breakdown du 55 et plus, on est quasiment à égalité PQ, libéraux et CAQ. 30, 25, 30. 30, 25. 30 PQ, 25 libéraux, 30 CAQ. Tu comprends? Donc, quand tu regardes... Ils sont combien, les conservateurs? 8. Tu vois? Exact. Alors, tu vois, alors d'abord, on ne le sait pas dans le sondage, dans la grande région de Québec, combien il y a... combien il y a de gens de 55 ans et plus, on ne le sait pas. Non, mais c'est... Non, c'est vrai. Mais je sais pas, admettons, ils sont 2. C'est pas... non, ou alors l'inverse. Admettons, c'est la grande majorité. Là. Admettons, c'est 200 personnes. Là. Je sais pas, je dis une bêtise, là, au hasard. Là. Admettons, c'est 200 personnes. Ce qui est quand même un bon échantillon dans une région. Puis tu me dis que de chez les 55 ans et plus, les conservateurs sont à 8, alors que les autres sont à 30 et 25. Ça se peut que finalement, les conservateurs, ils ne scorent pas si fort. Pourquoi? Parce que peut-être que là où ils sont les plus forts, c'est dans un autre groupe d'âge. Enfin bref. Comme ce que je te dis, je ne suis pas statisticien et je ne suis pas nécessairement un expert en analyse de données de sondage, etc. Là, donc, je ne veux pas dire de bêtises là, parce qu'il y a peut-être des éléments qui manquent dans mon intervention. Là, puis c'est même pas une analyse. Là, je te le dis vraiment littéralement comme je le pense. Là, je te le balance comme ça. Mais c'est là que je te dis, les sondages, parfois, peuvent être surprenants. Tu as l'impression qu'il y a des courses à 2, à 3, parfois à 4. Mais en réalité, elle n'est pas tant une course à 4. Non, c'est ça. Puis tu sais, quand tu regardes, encore une fois, on reste dans les groupes d'âge. Les conservateurs sont le plus fort dans leur plus fort la plus forte statistique, c'est dans le groupe 35-54 à 19% seulement. C'est leur plus haut appui dans les groupes d'âge. Alors que Québec solidaire, c'est les 18 à 34 ans à 22%. Donc, quand tu scores, ça c'est ton plus haut score,
19% dans les 35-54 ans, ça vote peut-être un peu moins que les 55 et plus. Ouais, mais quand tu regardes Québec solidaire, où leur plus grand appui, c'est le 18 à 34 à 22%, mais là, c'est encore pire selon moi, là, tu sais. Ouais, mais regarde, ça veut pas nécessairement dire qu'il faut que tu aies un très haut score dans le sondage. L'idée, c'est que au moment où tu vas sortir ton vote, tu vas te fier à plusieurs choses. Tu vas te fier à ton pointage, si ton candidat en a fait, ou si l'organisation de ton candidat en a fait, pour faire sortir les gens qui ont indiqué qu'ils allaient voter pour toi. Ensuite, pour les organisations qui n'ont pas fait ça, ils vont prendre la liste électorale, ils vont la mettre en groupe d'âge. Ils vont prendre le groupe d'âge qui les intéresse le plus. Ils vont peut-être recouper ça avec le pointage qu'ils ont fait. Tu sais, c'est con. Voilà. Je veux dire, ça reste des sondages. Tu sais, s'ils étaient à 60-65% d'approbation dans tous les groupes d'âge, là, ils ne feraient même pas d'effort, là, tu sais. Moi, la question que je me poserais, Salim, est la suivante. Bon, on a un portrait un peu juste avant le déclenchement des élections. Pour moi, ça te montre une idée de où est-ce qu'on est maintenant alors qu'on doit se préparer pour ta campagne, OK? Évidemment, les partis travaillent sur leur plateforme, leurs idées. Qu'est-ce qui est important en ce moment-ci en termes de positionnement? On sait que la moitié de la population n'a toujours pas fait son choix. On sait que la plupart de la population, je pense que selon le léger, c'est plus de 90% s'intéressent, 1, à la santé et 2, au coût de la vie et à l'économie en général. Donc ça, c'est les deux choses qui sont prioritaires. Et tu as environ la moitié de la population qui est encore indécise. Donc, tu te concentres où, comment? Tu sais, les partis maintenant, ils regardent ces statistiques-là, ils disent, OK, bon, là, il faut qu'on aille chercher des appuis. OK? On a la moitié de la population qui n'a pas encore fait leur choix et on sait que les intérêts des gens, tu sais, pas l'environnement tellement, peut-être pas l'éducation, peut-être pas tout l'aspect social pour Québec solidaire. On parle de santé et on parle de coût de la vie. Comment tu te positionnes? Tu comprends? C'est ça l'enjeu maintenant pour les partis. Et est-ce que tu prépares une campagne? Est-ce que tu prépares une plateforme qui est beaucoup plus axée à l'économie? Est-ce que tu prépares une plateforme qui est plus axée sur les services? Tu sais, c'est ça la stratégie. Puis moi, c'est ça qui va m'intéresser de voir comment maintenant les partis, selon les annonces qu'ils vont commencer à faire. Déjà, il y en a une hier avec Churchill Falls, tu sais, un aspect économique. On parlait un peu juste avant de commencer sur l'entente Canada-US qu'on va peut-être aller parler parce que il y a quelque chose d'étrange qui se passe là-bas. Mais moi, honnêtement, juste pour te faire un petit portrait d'où est-ce que je me trouve, c'est ça. On est à la veille du déclenchement des élections. Il y a une tranche de la population quand même importante qui ne sait pas quoi voter. Et on a les priorités des Québécois. Puis là, il s'agit de voir où vont se positionner les partis et où ils vont aller chercher de l'attention médiatique. La semaine passée, on parlait de Québec solidaire qui avait de la misère à aller chercher l'attention. Tout à coup, cette semaine, on nous sort avec les épiceries publiques. Alors que, la priorité, c'est le coût de la vie. Est-ce que je suis d'accord pour les épiceries publiques? Ma réponse est automatique, puis elle est non. Je ne sais pas comment un gouvernement pourrait gérer une patente de même, mais tout à coup, Québec solidaire est revenu dans l'attention médiatique, tu comprends? Donc, mais c'est ça la game politique. La game politique, c'est de trouver les angles et faire aussi des propositions qui vont être en mesure d'attirer l'attention des gens. Puis Québec solidaire, regarde, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de personnes au Québec qui croient dans les épiceries publiques, mais est-ce que c'est une proposition qui fait écho à leur philosophie et à leur idéologie? Absolument, totalement. Est-ce que ça permet de faire parler d'eux? Oui. Est-ce qu'ils vont gagner des votes à cause de ça? Peut-être
Peut-être pas à cause de la mesure, mais par le fait qu'on parle d'eux. Tu sais, je vais juste te dire, il y a un aspect marketing politique qui est évident. C'est-à-dire, si on parle jamais de toi, t'existes pas. Exact. Donc là, parfois, tu as juste besoin d'exister. Et puis parfois, pour exister, tu peux faire même des propositions qui... Tu sais, parfois, ça arrive. Certains partis politiques croient pas nécessairement. Est-ce que ça répond à une philosophie, puis que cette philosophie, ils y croient, puis ils la trouvent bonne, et puis qu'ils pensent qu'elle serait bonne pour la population, genre sincèrement? Oui, absolument. Mais tu sais, est-ce qu'ils croient nécessairement à sa mise en œuvre? Pas nécessairement. Je dis pas que c'est le cas de celui-là. Mais ce que j'essaye de faire, là, j'appuie sur les traits pour essayer de faire un portrait, là. C'est qu'il faut être en mesure de faire parler de soi. Mais il faut être en mesure de faire parler de soi de manière cohérente, parce que justement, si c'est pas cohérent, les gens comprennent pas. Si c'est flou, les gens ne comprennent pas. Et c'est ça. Bon, maintenant, par rapport à ta question, / affirmation, questionnement, whatever, tu sais, les partis politiques, bien sûr, sont tous en train de finaliser leur plateforme là, qu'ils vont présenter et tout. Mais une plateforme, Georges, ça répond toujours à un certain fil conducteur. D'abord, avant de monter ta plateforme électorale, normalement, tu devrais te faire l'histoire, le fil de l'histoire de ta campagne. En fait, ton chemin entre le jour 1 et le dernier jour jusqu'à la victoire. Tu sais, un parti politique qui aspire à gouverner, c'est ça. Tu te fais un scénario, un fil de l'histoire, tout en sachant évidemment qu'au cours d'une campagne de 33-35 jours, il peut y avoir parfois que ton histoire, tu es à l'arranger un peu, ou ton chemin vers... Mais ton chemin vers la victoire, il faut que tu l'aies tracé, que tu le connaisses, que tu le comprennes. Puis là, tu viens agrémenter ton chemin par une plateforme, et cette plateforme, qu'elle soit en éducation, en santé, en environnement, en économie, en ce que tu veux, là, en logement, dans tous les domaines, il faut que ça vienne alimenter le fil conducteur de ton histoire qui te mène jusqu'à la victoire. T'sais? Donc, comment je vais te dire ça? C'est là que c'est important d'avoir un message où on te reconnaît. T'sais? Puis, tu vois les sondages. Moi, je pense qu'il y a ce qu'il y a de plus intéressant dans les sondages qui viennent de sortir dans les 2 dernières semaines, plus que les résultats de où est-ce que se trouvent les partis politiques, c'est plutôt la priorité des Québécois, elle est mise où? Dans quels sont les dossiers? Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est la santé le numéro 1. T'sais? On sait que l'identité, c'est priorité numéro 8, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est quelque part, là, je ne sais plus si c'était dans le léger ou dans le data, là, mais je crois que c'est dans le léger. C'est léger qui vont chercher autant de détails, je crois. Ou peut-être non, ou peut-être que finalement c'est le data, je ne sais plus. Oui, c'est le léger. Ah, c'est le léger? Ouais. Donc c'est la santé en numéro 1. Ah, ben merci. C'est la santé services sociaux en numéro 1 à 48%. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, un Québécois sur 2, c'est la santé la priorité. Ensuite, c'est le coût de la vie, le pouvoir d'achat. 42%, c'est pas rien. Le logement abordable, quoique c'est souvent lié au coût de la vie aussi. L'économie et l'emploi. Donc, tu vois, par exemple, si on vient avoir identité, langue, culture, identité, c'est en 8e position. L'immigration et l'intégration en 9e position. Le référendum sur la souveraineté, c'est en 11e ou 12e position, avec seulement 8% des gens. Donc, tu comprends, il faut répondre, merci. Il faut répondre aux besoins, puis à l'intérêt à la préoccupation. C'est ça, exact. Puis sais-tu quoi, Georges? J'entendais, je ne sais pas si elle nous écoute, peut-être de temps en temps, là, mais j'écoutais Catherine Fournier, qu'on a eu le plaisir de recevoir 2 fois sur le podcast. Honnêtement, ça a été l'une des premières politiciennes au Québec à amener ce point-là. Puis sincèrement, elle a fait en sorte
que je vois ça un peu différemment. Évidemment, j'ai poussé ma réflexion moi-même. Là. Moi, je l'ai entendu juste dire ça au détour d'une entrevue à la radio. Mais tu sais, pour beaucoup d'électeurs, souvent, c'est « Allez, on arrête de nous promettre de nouvelles choses. » Tu sais, avant, chaque fois, on promettait de nouvelles choses. On essayait d'être même original dans qu'est-ce qu'on va proposer aux Québécois. Aujourd'hui, elle dit... aujourd'hui, beaucoup de citoyens, citoyennes, beaucoup d'électeurs, c'est surtout la préservation de choses qui existent déjà. Donc, au niveau municipal, évidemment, elle parlait, donc elle avait des exemples au niveau municipal. Mais tu sais, on peut en parler d'exemples au provincial. La réalité, c'est que je ne pense pas qu'au Québec, sauf dans des cas évidemment très, très spécifiques, mais au Québec, les gens ne cherchent pas de la nouveauté dans le système de médecine, dans le système de santé ou quoi que ce soit. Ce que les gens recherchent, c'est le même système, mais fonctionnel. Mais qui fonctionne, exact. Mais fonctionnel. Donc, dans le fond, c'est même plus le temps que les gens là, genre, commencent à te dire « Ah oui, mais aujourd'hui, telle chose est couverte. Avant, elle n'était pas couverte. Aujourd'hui, on fait ci, puis on fait pas ça, etc. » Tu sais, les gens sont même plus là. Ils veulent juste que leur service soit maintenu. Donc, par exemple, plutôt que de promettre... je sais pas moi, des dizaines de nouvelles écoles ou je sais pas trop quoi, à part quand il y a des besoins. Évidemment, quand il y a des besoins, il faut que tu les construises, ça c'est normal. Mais tu sais, souvent il y a des gens qui te disent « OK, mais l'école qu'on a dans notre petite ville ou dans notre village, etc., là, elle est pas... elle est vétuste. Elle est dans un état lamentable. Il faudrait qu'elle soit mise à niveau. Elle est pas digne du Québec ou de sa population, etc. Donc, on remet ça à niveau, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins on coupe des rubans, de nouvelles choses, on vient inaugurer de nouvelles choses, mais on met plus l'accent sur les choses qu'on a. Et ça, je crois que ça le dit. Enfin, en tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Quand tu as un Québécois sur deux à peu près dont la priorité absolue, c'est le système de santé, ben c'est ça. Puis d'ailleurs, je veux juste te donner une petite anecdote. J'ai eu moi-même à aller aux urgences pas plus tard qu'il y a moins de 10 jours, là. J'ai passé 20 heures aux urgences. 20 heures aux urgences. Puis je suis arrivé, je pense, à minuit. Puis au CHUM. OK? Donc, quand même, un gros hôpital, là, moderne, puis tout, là. Rien à dire sur la qualité, là, ni des médecins, ni des infirmiers et infirmières qui font un travail absolument remarquable et remarqué, là, tu sais. Mais je veux juste te dire, entre minuit et 8 heures le matin, de toute la salle d'urgence, je dis bien toute la salle d'urgence, puis elle n'était pas pleine, mais il y avait quand même du monde, ben, il n'y a pas eu un patient qui est passé. Pas un seul. Puis là, quand tu poses la question, puis tu fais toujours attention quand tu es aux urgences, quand tu poses la question, parce que tu n'as pas envie de leur donner l'impression que tu as envie de passer plus vite, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui attendent peut-être depuis plus longtemps que toi, etc. Tu es gêné de poser la question, mais en même temps, tu es un être humain, puis tu es aussi un citoyen qui paye ce système, fait que tu as aussi envie de comprendre. Et que là, tu sais, genre gêné, je posais la question, mais tu sais, comment ça se fait, là? Vous n'en avez pas appelé un, là, en 8 heures? Comment ça se fait? Il dit « Ah, mais c'est peut-être parce que c'est peut-être des urgences qui viennent d'ailleurs, pas nécessairement de la salle d'urgence. Ils peuvent venir par les ambulances, par exemple, etc. » Je veux bien. Puis combien il y a de médecins? Combien il y a de médecins au CHUM, aux urgences, la nuit? Combien? Un seul. Il y en a un seul. Un seul. Alors, mesdames et messieurs qui écoutez le podcast, si vous ne le saviez pas, que dans une urgence, la nuit, il n'y a qu'un seul médecin, ben maintenant, vous le savez. Donc, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'à moins que vous soyez dans un état genre lamentable, être en train de littéralement mourir, là, ou une fracture ouverte, ou je sais pas trop, là,
c'est inutile pour vous d'aller aux urgences au beau milieu de l'année. C'est inutile. Vous allez jamais passer. Je sais, ça peut faire très mal. J'avais très mal, Georges. Puis vraiment très mal. Puis d'ailleurs, moi, en passant, de toute ma vie, je pense que je suis allé 2 fois aux urgences. Juste pour te dire, là, c'était la 2e fois. Je vais jamais. Donc, jamais. J'utilise très, très peu le système de santé, d'ailleurs. Très, très peu. Je touche du bois. Ça veut dire que c'est pas si mal, mais tu sais, veux pas, de temps en temps, tu vas avoir des bobos. Puis voilà. Mais il se trouve que j'y suis allé parce que vraiment, c'était extrêmement douloureux. Puis, je te le dis, rester chez moi, c'était mieux que d'aller aux urgences. Donc, rester dans... Ça n'aurait rien changé, anyway. Non, c'est ça. Ouais. Alors, il aurait fallu que je m'y rende peut-être à 9h le matin. Puis, évidemment, le 9h le matin, il y a plus de monde, etc. Ouais, mais au moins, il y a plus de médecins. Puis, finalement, j'ai passé 20 heures. Mais sur les 20 heures, si je compte le temps que ça m'a pris ou le nombre d'interactions que j'ai eues avec quelqu'un de l'hôpital, c'est-à-dire, qu'on appelle ça, infirmier, médecin et d'autres techniciens là, qui te font d'autres choses, là, whatever. Là. Si je compte tout ça, c'est environ 45 minutes. Et encore, je dis 45 minutes parce que voilà, j'arrondis ici et là les moments, les petites attentes. C'est-à-dire, on te fait rentrer quelque part, puis on te fait encore attendre, etc. Mais j'occupais une place aussi pendant des heures, pendant qu'il y avait des personnes. Exact. Et juste pour te dire, finir, 4 heures pour avoir mon congé d'hôpital. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où tous mes tests étaient prêts, puis l'infirmière me l'a dit. Vos tests sont là, tout ce que vous avez fait comme tests sont là, ils sont prêts. On attend juste la réponse. On attend juste que la médecin vienne soit te prescrire quelque chose ou te donner une requête pour aller ailleurs ou te dire juste bon, c'est bon, rentre chez toi. T'sais? Juste pour ça, c'était 4 heures. Mais pas 4 heures. 4 heures, puis j'occupe une place, là. Une place que quelqu'un d'autre aurait pu occuper. Bref, là, je fais c'est une anecdote personnelle que je raconte, mais c'est une manière de dire, et c'est normal qu'à un moment donné, les gens, ils te disent « Hey, je veux juste que mon service fonctionne. » Exact. Il ne fonctionne pas. Oh ouais. Donc, c'est ça. Donc, juste pour revenir, moi, c'est ça qui va m'intéresser, de voir comment les partis vont se positionner selon les besoins de la population et sans trop être dans le champ non plus, là, tu comprends? Puis, c'est ça qui va être intéressant. Et encore là, on regarde les candidatures qui viennent, puis... Tu sais, à l'époque, quand on était là, Salim, on jouait beaucoup sur le profil des candidats. Tu sais, évidemment, il y avait une plateforme, il y avait un positionnement, il y avait la ligne directrice, comme tu disais, mais on jouait beaucoup sur les candidatures. On faisait la promotion des gens, leur bio, leurs compétences. J'ai l'impression que dernièrement, tu sais, on évite ça. Je sais pas. Tu sais, on parle pas trop de candidatures. Là, tu sais. À l'époque, on regardait, c'est qui les candidatures vedettes. Là, tu sais, le terme de candidature vedette que j'ai jamais apprécié. Là, j'ai jamais aimé ça. C'est quoi une candidature vedette? Mais de toute manière, chaque parti, on avait hâte de voir qui vont aller trouver. C'est quoi le profil économique? Tu sais, qui vont... Tu sais, quel président, PDG d'une banque, est-ce que le PQ va aller chercher? Tu sais, quel superstar médecin ou scientifique? Tu sais, il y avait tout cet engouement-là de voir les candidatures qui allaient sélectionner des partis. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu vas parler aux chefs des partis, ils vont tous te dire « Oh non, on a des excellents candidats, puis tu sais, ils sont des professionnels, puis des experts dans leur domaine, puis... » Tu sais, on va toujours aller te dire de vendre cette idée-là d'une vedette dans notre équipe. Voilà, je sais pas trop qui, là, tu sais. J'ai pas cette impression. Et puis je sais pas si c'est la période dans laquelle on vit où il y a moins d'intérêt pour les gens de faire ce saut en politique. Donc on trouve qui on peut. Tu sais, on va aller chercher des gens, on va aller piquer l'intérêt des staffers, par exemple. Je sais que la CAQ, ils ont fait quelques annonces, je pense la semaine passée ou au début de cette semaine-là.
c'est des staffers politiques. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres candidats à aller chercher? Il y a toujours ce commentaire-là qui arrive. Il y a des staffers qui sont plus brillants que des élus, là. On l'a vu à notre époque. Ouais. Et on peut continuer de le voir. Ça, je veux le dire. Puis j'espère qu'il y a des élus qui nous écoutent. Et en fait, je sais qu'il y a des élus qui nous écoutent. Beaucoup de vos staffers sont meilleurs que vous. Voilà. Il y a aucun doute, mais tu vois, le réflexe normal des gens, c'est bon, ils n'ont pas d'autre choix, donc ils vont recruter dans leur équipe, vas-y, on a des places disponibles pour vous. Peut-être que c'est une bonne chose, je sais pas, c'est juste que c'est la perception des gens que je regarde aussi, et la mienne en passant. Tu sais, c'est qui les candidats? Les journalistes, les gens qui ont de la visibilité. On a vu le PQ cette semaine avec Elsie Lefebvre. Elsie, que je connais quand même assez bien. Elle était pas mal notre compétition dans Laurier-Dorion à l'époque. Elle était conseillère municipale. Par la suite, oui. Par la suite, écoute, c'est une femme brillante. Elle communique. C'est en termes de communication, très difficile à battre, là. Elsie Lefebvre, elle a fait toute une carrière récemment dans les médias. Elle a de la visibilité. Elle revient au bercail. Puis c'est bien pour le Parti québécois. Il y a un spotlight. Oh, Elsie Lefebvre. Oh, OK, c'est bon, super. Donc, le buzz là, qui existait autour des partis et les candidatures, je trouve pas qu'il est nécessairement là. À part quelques exceptions ici et là, le Parti libéral, ils ont allé chercher Antoine Charest, le fils de Jean Charest. Il y a quelques d'autres noms qui ont sorti, qui vont sortir, j'imagine, bientôt. Mais, je vois pas cet engouement, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans cette équation-là qui faisait en sorte que les élections étaient un peu plus excitantes, là, tu sais. Écoute, Georges, là, quand tu m'as dit que tu voulais parler, tu voulais évoquer la question des candidatures, je savais pas où est-ce que tu t'en allais. Là, je comprends mieux. Puis tabarouette, Georges, là, écoute, là, tu viens de ramener un espèce de gros sujet qui est énorme, qui est plus gros que les partis politiques et leurs candidats et candidates. Je crois sincèrement qu'on vit une période au niveau de la démocratie, donc ça veut dire de notre système politique, en fait c'est plus large encore, en tout cas de la philosophie dans laquelle on vit, la politique dans laquelle on vit, où la classe politique est en chute libre. Ouais. La qualité de la classe politique est en chute libre. Ça, je m'excuse, et ça, je le dis avec toute l'affection, le respect que j'ai et la considération que j'ai pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui se lancent en politique parce que c'est pas facile. Et honnêtement, vraiment, de vouloir y aller, chapeau. Puis attention, quand je dis... la qualité est en chute libre, ça ne veut pas dire que les gens sont pas bons, ils seraient pas bons à faire ça. Mais la politique, c'est à part. La politique, c'est pas un métier. Oui, il y a des gens qui veulent absolument le voir comme un métier, etc. Puis c'est correct. Là, je veux dire, ça me dérange pas, moi, que quelqu'un fasse carrière en politique. Genre, c'est pas ça le point. Mais notre démocratie, on n'en prend pas soin. À plusieurs égards. D'abord, dans nos principes, dans les principes de la société, qui fait en sorte que ça se traduit en polarisation. Et cette polarisation fait en sorte qu'il y a du populisme d'un bord comme de l'autre. Donc, polarisation, ça veut dire que t'as deux forces qui tirent d'un bord et de l'autre. Et forcément, quand il n'y a que deux et qu'elles ne sont pas au centre, qu'elles tirent vers les extrêmes, bon, il y a beaucoup de populisme. Et dans le populisme abîme encore plus la démocratie. Il l'abîme comment? En plus de comment elle est abîmée en amont, mais aussi en aval. C'est que tu as les gens... Tu sais, quand je parle de gens de qualité, là,
Ça ne veut pas dire que ceux qui sont là ne sont pas de qualité, mais je m'explique. C'est que dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, attirer quelqu'un en politique, c'était quelqu'un qui avait d'énormes réalisations. Mm-hmm. Et pourquoi ça nécessite des gens qui ont d'énormes réalisations? Parce que le gouvernement du Québec est énorme, parce que la tâche, la responsabilité est énorme. Les intérêts supérieurs de la nation québécoise, c'est énorme. Et tu peux être bon. C'est pas parce que tu es bon que tu as nécessairement la faculté d'aborder des choses qui sont à ce point-ci énormes. Tu vas me dire, oui, mais attention, il faut aussi que les politiciens soient représentatifs de la population. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, il faut de l'humilité, il faut être humain, il faut être sur le terrain, il faut serrer des mains, aller croiser du monde, etc. Oui, il faut ça. Mais l'ambition d'un peuple, c'est aussi en ressortir ce qu'il y a de mieux pour mieux le servir. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas de l'élitisme en passant. Non, c'est pas l'élitisme, Salim, puis je suis d'accord avec toi, je suis désolé de t'interrompre, mais c'est ce que tu disais, la représentativité là, au peuple. Tu sais, de se lancer en politique, ben, peut-être j'ai tort, je sais pas, mais c'est peut-être comme ça que moi je l'ai toujours vu et vécu. C'était un projet d'une passion qui existait dans des gens, de dire, moi, je vais faire quelque chose dans ma vie, puis par la suite, j'aimerais bien contribuer à l'essor ou à un projet de société. Et ça existait aussi dans les positions un peu plus, tu sais, les directeurs des banques, les médecins, des grands avocats, tu sais, des gens qui avaient... des gens d'affaires. Exactement, des gens qui avaient accompli une certaine réussite dans leur vie, puis que se disaient, moi, je m'en fous de l'argent, je m'en fous de la position, des titres, whatever. Quelque part dans ma vie, je me vois contribuer. Mais les gens veulent plus faire ça. Exactement. Mais ils veulent plus faire. Non, mais il y a une raison pour laquelle les gens veulent plus. Il y a un cynisme et les gens se disent, est-ce que ça vaut la peine de faire ça dans ma vie en ce moment? Non, mais exactement. Mais les gens veulent plus faire ça. Mais pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas l'ambition, pas parce qu'ils voudraient pas participer à améliorer la société dans laquelle ils vivent et dans laquelle grandissent leurs enfants, voire leurs petits-enfants. C'est pas ça. C'est que tantôt, je te disais, notre démocratie est abîmée. Il y a du populisme à cause des polarisations, etc. Mais ce populisme-là fait en sorte que on te responsabilise de tout. C'est-à-dire, tu es ministre de la Santé, il y a un monsieur ou une madame qui, quelque part, s'étouffe en mangeant son muffin, parce que ça arrive. Mm-hmm. Ça, t'sais. Tout d'un coup, la responsabilisation, il faut que tu répondes à ça. Mm-hmm. Mais c'est parce que le ministre, lui, il gère son ministère, qui gère un système de santé. C'est pas lui qui était en charge de donner à manger au monsieur ou à la madame qui s'est étouffée. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, tu sais, c'est rendu là. L'imputabilité, elle va tout en haut à certains endroits. Puis là, tu commences à voir ta face dans les journaux. Puis ta grosse face dans les journaux, là, ben à la limite, imprime-la, puis donne à des gens, ils vont tirer des fléchettes dessus, là, parce que c'est ça que ça veut dire. Ouais. Quand t'as ta face avec la photo, pas la plus... Ouais, c'est ça, c'est pas la plus belle qui choisissent non plus. C'est pas la plus belle. Pendant que t'es en train de parler, la bouche ouverte, t'es en front page d'un newspaper, là, d'un journal, là. Tu sais, puis... Tu sais, je veux dire, ça veut dire, voilà la cible, voilà le responsable, voilà le coupable. Exact. Mais tu sais, mais toi, t'es ministre, puis tu fais littéralement de ton mieux, avec souvent des systèmes à gérer qui sont énormes. Et donc, ne va pas réussir du premier coup n'importe qui. C'est pas vrai, tu sais. Mm-hmm. Alors, les gens, ils se disent, regarde, Sophie Brochu, là,
extraordinaire carrière, magnifique. Cette dame est exceptionnelle, fait partie de ce que le Québec a produit de mieux dans les dernières... bon, évidemment, elle n'est pas toute jeune, j'allais dire dans les 20 dernières années, mais je veux dire, elle n'a pas 20 ans. Mais ce que je veux dire par là, des personnes qui ont fait des réalisations exceptionnelles, etc. Tu sais, je le sais qu'elle a été approchée, abordée pour aller en politique, mais pourquoi elle irait là quand ces réalisations, au final, qu'elle fait à l'extérieur, servent le Québec probablement plus encore que si elle était dans un ministère où elle aurait sa tête dans un journal tous les matins à dire elle est contre les Québécois parce qu'elle est fédéraliste ou elle a autorisé l'anglais en 2007 dans telle organisation, donc ça veut dire qu'elle n'est pas pour le français puis elle veut la disparition du peuple. Ça arrive, ces choses-là aussi, là, tu sais. Les gens veulent plus de ça, là, tu sais. Ils veulent plus. Puis c'est dommage parce que ça, c'est un comment dire, c'est un un engrenage. Ouais. C'est un engrenage parce que une classe politique qui est pas à la hauteur de la population, eh ben c'est une classe politique qui va probablement pas bien faire son travail, soit de peur que quelque chose se passe et qu'ils ne sachent pas trop quoi faire, soit par incompétence, parce que ça existe aussi, il faut le dire, il y a de l'incompétence. Ben oui. Tu vas me dire, l'incompétence a toujours existé, mais je sais, mais tout est relatif. Puis ça c'est terrible. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, quand tu vois t'en as cité, nommé, whatever, là, dans tous les partis, ils sont là. Aujourd'hui, une candidature vedette, c'est quoi? C'est une candidature qui a un tant soit peu de notoriété. Ouais. Donc, ça veut dire que on te voit passer de temps en temps à la télé, ou alors tu as un micro relativement souvent à la télé ou à la radio, ou que, je sais pas, là, peu importe. Tu t'es fait connaître d'une façon... À un moment donné, on risquerait d'avoir un vainqueur d'occupation double premier ministre du Québec, là, tu sais, parce que il y a de la... ils sont pas tous cons en passant, tu sais, il y en a certains qui sont intelligents. Je suis pas en train de... En fait, oui, c'est vrai que c'est une caricature que je fais, mais je grossis les traits. C'est une manière de dire que ton semblant de notoriété te donne une légitimité politique. Exact. Alors que, tu sais, tu parlais de certains staffers, puis malheureusement, certains staffers sont pas bien, sont mal considérés parce qu'eux n'ont pas le statut d'élu. Là, mais tu sais, l'élu débile, parce qu'il y en a, qui va faire son power trip parce que c'est un élu, mais à côté, le staffer qui est en train de le conseiller parce que lui est pertinent par son parcours, qu'il soit, je sais pas moi, éducatif, académique, professionnel, ou peut-être, comme on dit, l'université de la vie, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas nécessairement de formation particulière, mais qui ont su très intelligemment trouver leur voie dans la société, dans la vie, et d'ailleurs c'est admirable, il est plus pertinent que certains élus et que certaines candidatures dites vedettes. Mais tu sais, on essaye de créer des profils, puis essayer de dire, lui, il a fait un petit peu de ci, puis il a un peu fait de ça, etc. Puis tu sais quoi, il y a 5 ans, il est allé à telle conférence. Hey, je veux dire, ça, c'est pas un profil, là, je m'excuse. Mais prends-le, d'ailleurs, prends les CV, là. Prends les CV. Et il suffit juste de regarder les CV, puis de poser les bonnes questions. Oh, OK, là, tu as mis telle entreprise, telle année, qu'est-ce que tu as fait? T'sais? Puis je peux te dire que la plupart seraient incapables de répondre convenablement, là. C'est épouvantable. Bon, il reste qu'il y en a quelques-uns quand même là, qui sont forts là. C'est pas... puis d'ailleurs, je pense que c'était une chose qu'avait réussi la CAQ en 2018. Là, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. C'est plus difficile quand tu es au pouvoir longtemps. Ben oui. Mais en 2018, la CAQ était quand même allée chercher quelques
profils intéressants. Éric Girard, c'était pas le gars le plus flamboyant en 2018. Là. Non, mais il y avait un profil quand même très intéressant. Même chose pour M. Fitzgibbon. Non, je suis d'accord avec toi. Exactement. Au-delà de ce que les gens peuvent penser ou vouloir dire, etc., là, mais veut pas, il y avait une base là-dedans. Je veux pas juger, là, mais voilà, c'est... Puis ensuite, il y a de la politique caillerie, la petite racaillerie de politique là, qui se fait. C'est genre, OK, on va-tu voter l'augmentation du salaire des députés? Puis là, évidemment, non, comment ça? C'est au-dessus de la moyenne québécoise. Oui, non, mais je veux dire, regarde, à un moment donné, vois-le pas comme un salaire pour ces gens-là, vois-le comme un investissement dans ta démocratie, dans ton système, etc. C'est pas non plus comme si c'est pas non plus comme si c'était des salaires extraordinairement élevés. Non, exact. Mais tu sais... C'est ça. Comment tu fais pour attirer du bon monde aussi, là, tu comprends? Il faut faire de la politique un espace beaucoup plus attrayant, là, au lieu de dire, nous, voici, c'est juste une classe de gens qui ont cette expérience-là, qui aspirent à des grandes choses. Mais non, c'est pas ça. Ouais. C'est un domaine où tu peux venir contribuer, te faire bien payer, prendre soin de ta famille, puis développer un parcours professionnel dans la vie publique, dans la vie politique. Et là, on a eu cette discussion, je ne sais pas combien de fois, Salim, puis on était d'accord sur ça, que le salaire était très, très bas pour les élus. Moi, je suis content de l'augmentation. Et je te dirais même que c'est même pas assez. Alors, moi, je vais juste te dire, moi, ce que je pense, c'est que tu vois, ce qui pourrait, par exemple, se faire, qui pourrait être intéressant pour essayer de briser l'idée que les députés et ministres font beaucoup d'argent à ne rien faire et à être incompétents dans leur coin, etc. Ce qui est complètement faux en passant. Ce qui est faux complètement, c'est-à-dire il doit y avoir des exceptions qui confirment la règle. Comme dans tout. Là, comme dans tout, effectivement. Mais tu sais, un truc qui pourrait briser, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen, par exemple, dans nos réformes démocratiques, d'obliger les partis politiques à imposer des courses à l'investiture systématiquement, ou au moins à chaque X nombre d'années, admettons à chaque 8 ans, là, ou à chaque 2 législatures. Là, pourquoi? Pour pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive aujourd'hui dans un comté dit sûr pour son parti, puis dort là pendant 35 ans. Là, ça existe dans tous les partis, soit dit en passant. Alors, est-ce qu'on pourrait, on pourrait essayer de briser ça, ça me dérange pas. Mais par contre, de commencer à dire que c'est parce que c'est un salaire de député, c'est environ 140 000, 150 000, même pas 150 000 $. Je te dis pas que c'est pas un bon salaire, là. C'est un bon salaire. C'est même un très bon salaire au Québec, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi, 150 000 en étant député dans un village quelque part versus 150 000 lorsque tu es député du centre-ville de Montréal. Ben, c'est peut-être pas pareil, mais en même temps, tu peux pas avoir une différence de traitement. Donc, il faut que tu les augmentes d'une manière ou d'une autre. Il faut que tu les compenses d'une façon ou d'une autre. Puis l'investissement dans ton staff politique, c'est pas juste... l'investissement dans ta démocratie, c'est pas juste dans tes élus, dans leur salaire, mais c'est aussi dans les outils que tu leur donnes pour réussir leur mission. Tu sais, honnêtement, on parlait des staffers tantôt qui parfois sont meilleurs que des ministres et des députés. Mais sérieusement, comment ça se fait que tu n'es pas capable d'avoir des super seniors experts dans certains trucs? Aller chercher un prof universitaire qui va travailler avec toi pendant 3 ans sur une réforme majeure que tu as envie de mettre en œuvre ou un truc du genre. Non, c'est parce que ta masse salariale pour faire fonctionner ton cabinet, t'as quasiment de quoi payer juste des adjoints et adjointes. Mais à un moment donné, une fois que tu as ton adjointe qui s'occupe de ton agenda, ce qui est une job extrêmement difficile quand tu es en politique, particulièrement lorsque tu es ministre, mais une fois que tu as ton adjointe qui s'occupe de ton agenda, t'as pas besoin d'autres personnes qui vont juste faire l'aller-retour entre toi et la fonction publique. Tu as besoin de
de profils plus forts, tu sais. Mais d'ailleurs, regarde aux États-Unis, tu as des staffers qui parfois vont même à la télé pour parler. C'est pas nécessairement des porte-paroles, mais ils sont là pour répondre à des éléments techniques importants. Des staffers qui ont un rôle relativement public. Il y a des staffers qui se présentent dans des élections. Par exemple, en France, par exemple, tu as des staffers qui ont des fonctions à l'intérieur de leur parti politique. Puis s'ils travaillent pour un ministre, c'est parce qu'ils sont d'une philosophie encore plus proche, etc. Puis c'est des staffers qui ont appris certaines choses avec des ministres qui continuent cette job en étant élus par la suite. Mais c'est ça qui est intéressant pour la démocratie. Alors, je te dis pas que le gazon est toujours plus vert ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses en France que j'aimerais certainement pas voir ici. Même chose aux États-Unis. Il y a des choses qui se passent aux États-Unis que j'aimerais certainement pas voir ici. Mais en même temps, est-ce qu'on peut, oui, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour avoir une classe politique et un environnement politique et un système politique qui est favorable à ce que les meilleurs Québécois et Québécoises qui veulent servir la nation québécoise puissent le faire. Exact. Je veux rapidement parler, avant qu'on termine, Salim, on parlait tantôt du positionnement des partis, qu'est-ce qu'ils vont suggérer. Là, évidemment, Mme Fréchette, elle a un avantage, elle est toujours la première ministre. Donc, elle peut faire des annonces au nom du gouvernement qui vont aussi profiter un peu à améliorer son image comme candidate dans l'élection pour demeurer au poste de première ministre. Cette semaine, il y a eu cette fameuse entente avec Churchill Falls. On ne va pas rentrer dans les détails, tout simplement parce qu'il n'y en a pas de détails. On nous a pas donné ça. On nous a dit que, finalement, il paraît qu'il y aurait eu une entente avec le nouveau gouvernement de Terre-Neuve-Labrador. Mais ça rentre aussi dans cette espèce de logique d'investissement, de profil économique. Est-ce que c'est la position que la CAQ va vouloir prendre? Éviter les discours identitaires, souverainistes, fédéralistes, toutes ces choses-là qu'on a déjà parlé. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, tu me l'as dit tantôt avant qu'on enregistre, on sait qu'il y a en ce moment les négociations entre le Canada et les États-Unis pour l'entente de libre-échange. On sait que ça va pas si bien que ça. On sait qu'on va se réveiller à chaque jour, puis on risque de tomber sur une position de Donald Trump qui va venir basculer tout le travail qui peut-être aurait été fait jusqu'à date. Et là, on a Christopher Skeet, le ministre des Relations internationales du Québec, qui a été questionné. Puis ça, c'est quand même intéressant. Je vais te laisser l'expliquer parce que je sais pas. Moi, je le trouve très curieux ce que Christopher Skeet a dit. Et je me demande si c'est une position électoraliste. Est-ce que c'est une stratégie économique? Je sais pas comment l'interpréter, mais de toute manière, je la trouve très, très, très intéressante. Intéressant le commentaire qu'il a fait. C'est juste qu'on est dans les dernières heures, là, évidemment, il y a eu une table que Mme Fréchette... Oui, c'est les cellules de crise. Qu'elle a organisées hier et aujourd'hui, je crois aussi, là, avec différents acteurs. Hier, c'était avec les acteurs économiques. Puis je pense qu'il a été interroger un petit peu sur ce qui se passe dans la négociation, puis est-ce que, le Québec pourrait être inquiet sur certains éléments, etc. Parce que Mme Fréchette, elle disait que il y avait des éléments qui étaient intouchables pour aller au Québec. Ce que je comprends, c'est son rôle. Là. Je veux dire, il n'y a pas de... Mais surtout dans les champs de compétences québécois. Quand tu as un gouvernement fédéral qui négocie avec les États-Unis, tu veux être sûr et certain que, hey, by the way, monsieur, ces choses-là, tu ne peux pas les toucher. Mais alors oui, les choses de compétences, mais justement, on y arrive, c'est une partie de l'explication d'ailleurs. Mais aussi des industries qui sont, plus importantes au Québec qu'ailleurs, ou pour qui, au Québec, c'est vital. On pense notamment à l'aluminium, mais pas seulement. Si on fait référence juste à la déclaration de M. Skeet, lui, il dit
si on a des enjeux à l'intérieur des négociations qui vont toucher nos champs de compétences, qui vont toucher des dossiers importants pour le Québec, je vous rappelle qu'on se donne le droit et qu'on se réserve le droit d'être considéré non lié. Donc, je recommande fortement que le gouvernement fédéral reste en contact avec nous. Ça, Salim, c'est des signes d'alarme là, pour moi. Là. Un, est-ce que Mark Carney exclut les provinces dans ses démarches de négociation? Est-ce qu'il y a un soupçon au niveau du gouvernement du Québec que le gouvernement fédéral va rentrer dans ses champs de compétences et lui mettre des bâtons dans les roues? Je sais pas. Pour moi, j'essaie de voir un peu entre les lignes. Et c'est pas une citation un peu qu'on peut ignorer, là. Il faut la prendre quand même au sérieux. Ouais. En même temps, voilà, M. Skitt, c'est un ministre du gouvernement du Québec. Et donc, bon, il veut avoir une position, ou son gouvernement veut avoir une position qui montre aux Québécois, à la veille d'élections, que le Québec... se tient debout, ou le gouvernement du Québec ou le gouvernement de la CAQ se tient debout. Je crois que c'est un peu le message qu'il faut retenir parce que fondamentalement, si on parle de constitutionnellement, tout ce qui est affaires étrangères, commerce international, etc., tombe sous la sous la compétence ou la juridiction fédérale. Bon, il se trouve que, par exemple, même si le gouvernement fédéral négocie avec un autre pays, admettons un libre-échange ou un accord commercial, bah, tu sais, il peut pas inclure certains éléments qui relèvent directement de la compétence des provinces et s'attendre que les provinces vont vouloir suivre nécessairement. Donc, si on parle, je sais pas moi, d'hydroélectricité dans le cas du Québec, bah, too bad, so sad pour le gouvernement du fédéral parce que c'est le Québec qui décide qu'est-ce qu'il fait. Mais tu vois, ça, c'est très, très, très intéressant. Une situation hypothétique, Salim, le gouvernement de M. Carney va puis négocie. Puis il négocie sur l'aluminium, il négocie sur l'hydroélectricité. Qu'est-ce que le Québec peut faire? Est-ce qu'ils peuvent vraiment dire, buddy, bonne chance avec ça, nous, on n'adhérera pas là-dedans? Je sais pas comment ça fonctionne, là, mais ensuite, non, mais c'est complexe. C'est normal de se poser des questions. Puis j'ai pas non plus, d'ailleurs, toutes les réponses. Parce que n'oublions pas, pour ceux qui nous écoutent, M. Carney et son gouvernement, c'est eux qui sont les, entre guillemets, responsables pour négocier cette entente-là. Oui. C'est le gouvernement fédéral. Mais là, on rentre dans un terrain de jeu où si M. Carney veut A, mais que le Québec veut B, et que M. Carney va puis il signe avec l'option A, mais le Québec dit « moi, je m'en fous parce que c'est mon champ de compétences, donc je m'en vais à l'option B », qu'est-ce qui arrive à l'attente? Mais alors justement, bon, d'abord, le gouvernement fédéral peut pas signer une entente avec un autre pays sur quelque chose qui nécessite l'aval d'une province, à moins que ça ait été explicitement accordé, là, donc vraiment, parce que en fait, légalement, ça marcherait pas. C'est-à-dire que même, quand bien même il y aurait une signature entre les États-Unis et le Canada sur quelque chose, mettons quelque chose en lien avec Hydro-Québec, légalement, il n'y a aucune pogne. Donc, dans le fond, c'est quasiment caduque parce que ça marche pas. Mais justement, j'allais dans le sens de ce que tu allais dire. Il y a beaucoup de choses qui sont complexes. Par exemple, tu me parles de l'aluminium. L'aluminium, est-ce que c'est l'aluminium comme, comment dire, l'extraction d'aluminium, donc ça veut dire la ressource naturelle qui est l'aluminium, parce que si c'est une question de ressources, oui, ça appartient aux provinces, ça c'est vrai. Mais par contre, si c'est l'exportation de produits d'aluminium qui sont traités par, je sais pas moi, l'industrie ici au Québec, là, peu importe, là, Alcan ou une autre aluminerie, peu importe, là, ben ça, c'est pas pareil, tu comprends? Donc, il y a des choses, il y a quand même, le gouvernement fédéral a quand même un terrain de jeu qui est quand même assez considérable.
Bon, maintenant, il se trouve que dans des négociations, ça se joue comme ça. Il y a des éléments stratégiques, il y a des choses très spécifiques que ta contrepartie essaye d'obtenir de toi. Puis quand il te le dit, puis que tu es le gouvernement fédéral, puis là, tu te dis, ah ben moi, j'ai pas de juridiction là-dessus, tu t'es obligé de tourner vers les provinces. Sachant que les provinces ont aussi certains liens avec certains partenaires américains et gouvernements aussi. Et c'est ça que j'allais dire, et gouvernement. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, tu sais, le gouvernement du Québec laisse entendre qu'il y a une forme, si tu veux, d'opacité dans la négociation du gouvernement Carney. Tu sais, tantôt, je faisais référence à la question de la compétence. C'est un champ de compétence fédérale que de négocier des accords, tu sais, internationaux. C'est normal que c'est si touchy, c'est si délicat comme situation qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement fédéral confirme ou infirme des rumeurs qui peuvent circuler dans des médias, tant à Washington qu'à Ottawa ou Toronto, peu importe. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Les gens essayent beaucoup de spéculer. Puis parfois, il y a des gens qui sont un peu informés, mais tu sais, les gens qui sont informés parlent pas, mais les gens pas informés, c'est ceux qui parlent. Tu sais, donc, il y a... Tu sais, moi, ce que je pense... et qui est un petit peu... En fait, c'est le bout qui me surprend un petit peu là, des déclarations de M. Skeet puis du gouvernement de Mme Fréchette. C'est que tu es quasiment en train de dire bon, ben, j'ai pas d'infos, alors que normalement, tu sais, tu es celle qui devrait être en train de dire bon, regardez, moi, je suis en contact avec le gouvernement fédéral. Je suis rassuré sur telle affaire. J'ai mentionné que j'ai confiance que telle chose. J'ai parlé à tel ministre ou avec le premier ministre ou peu importe. Tu sais, je veux dire, tu peux aller là-dessus, mais là, je crois qu'on essaye de créer une forme de préoccupation, parce que oui, c'est vrai que c'est préoccupant, mais on essaye quand même de jouer un petit peu là-dessus, sur la préoccupation, de manière à ce qu'on puisse dire, mais on est là, on est en action. Mais sauf que moi, j'aime moins ça, puis surtout à la veille d'élections, où tu as le Parti québécois qui te dit, moi, de toutes les manières, j'ai aucune confiance dans le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral vendrait le Québec pour le reste du Canada. C'est des munitions, là, ça, pour le Parti québécois de revenir sur son plan d'indépendance. Puis de dire, si le gouvernement fédéral est même pas capable de défendre les intérêts, peut-être, même si tu vas pas jusqu'aussi loin que de dire ceux des Québécois, mais admettons, des Canadiens qui vivent au Québec, les Québécois, si tu veux, c'est que ça prend un nouveau pays, le pays du Québec, là, tu sais. Ben, tu sais, il n'y a qu'un pas à franchir, là, tu sais. Je veux dire, si moi, j'étais indépendantiste pour le Parti québécois, puis que je suis en tête des sondages, puis je me vois former un gouvernement, ben, c'est sûr que je vais utiliser ça à mon compte, là, tu sais. C'est ça qui est un peu... C'est ça qui est un peu, en tout cas, bizarre, parce que ça donne comme quasiment l'impression que... Ben, comme le gouvernement fédéral me laisse à l'extérieur, ben moi, il n'y a rien que je puisse faire à part rencontrer mes parties prenantes, etc. Bon, j'imagine que le gouvernement du Québec va parler aux parties prenantes pour que les parties prenantes aussi mettent de la pression sur le gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral, lorsqu'il négocie, il est en contact avec ses parties prenantes. Ouais, oui, mais attention, les parties prenantes, elles ne font pas de politique. Elles ne sont pas là pour écouter Mme Fréchette. Enfin, oui, mais sur ce qu'elle peut faire, pas sur ce qu'elle... Pas pour passer le message, tu comprends ce que je veux dire? Donc, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était un peu surprenant, un petit peu décevant, dans le sens que moi je pense que Mme Fréchette avait bâti cette image de personnes super actives là-dessus, puis j'ai l'impression que cette espèce de petite opération, mais en tout cas, je sais pas, regarde, peut-être que ça marche auprès d'autres personnes. Mais disons que moi, ça m'a plus insécurisé que réconforté. Ouais. C'est un peu spécial à dire. Un dernier truc. Lorsque
le Canada, a négocié l'accord de libre-échange avec l'Europe, qu'on appelle le CETA. CETA, C-E-T-A pour Comprehensive Economic and Trade Agreement. Lorsque le Canada a négocié, les provinces étaient à la table. Puis je me souviens à l'époque, le Québec d'ailleurs avait poussé énormément. C'était Jean Charest qui avait quasiment initié l'accord de libre-échange. Les provinces étaient à la table, donc le Québec était à la table. Le Québec avait même un négociateur en chef qui était Pierre-Marc Johnson, l'ancien premier ministre péquiste, et nommé par Jean Charest. Et à l'époque, il y avait une raison pour laquelle les provinces étaient à la table de négociation. Parce que les Européens voulaient aussi discuter de la possibilité d'avoir accès au marché public des provinces et des municipalités. Une forme de libre-échange qui n'existait pas. Donc, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis n'ont même pas ça. T'sais? Donc, c'est ce qui permettait... bon, là, je ne sais pas comment le texte, au final, s'est fait, mais ça permettait donc à des entreprises européennes de soumissionner à des appels d'offres publiques de municipalités et de la province et des provinces, notamment du Québec. Donc, elles étaient là. Mais attention, être à la table de négociation, tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu as les deux pieds dedans. Puis quand tu as les deux pieds dedans et qu'en face de toi, tu as des négociateurs américains qui sont pas mal plus forts, tu peux passer au tordeur pas mal plus facilement et pas mal plus rapidement. Puis autre chose, et vraiment je finis là-dessus parce que c'est un sujet qui est assez complexe, pas à comprendre, mais toutes les dimensions ne sont pas discutées nécessairement dans les médias. Mais contrairement à ce que le gouvernement du Québec, et peu importe le parti qui sera à la tête du gouvernement, le gouvernement fédéral a des atouts pour défendre certains intérêts québécois que le gouvernement du Québec n'a pas lui-même. Et là, je m'explique. Parce que dans les négociations, lorsque tu veux défendre, admettons, là, je fais de la fiction, là, bien sûr. Tu veux défendre un élément stratégique au Québec, tu peux jouer avec quelque chose de la Colombie-Britannique ou de l'Ontario. Je sais que les indépendantistes ne croient pas en ça, parce que les indépendantistes veulent tellement l'indépendance que pour eux, il y a forcément un complot, on veut forcément mettre à terre le Québec, etc. etc. Bon, tu sais, je pense, mais il y a des indépendantistes qui sont très réalistes et qui comprennent ces éléments-là, que le Canada peut faire jouer d'autres aspects qui touchent une autre province pour défendre certaines choses au Québec, ou à l'inverse, utiliser quelque chose ailleurs, c'est-à-dire un intérêt ailleurs au Canada, pour faire passer un intérêt offensif du Québec. Donc, il faut arrêter de voir le gouvernement fédéral comme un espèce de méchant, là, je sais pas trop quoi, là, l'ennemi du Québec, etc. C'est pas vrai. Honnêtement, c'est pas vrai. C'est pas dans l'intérêt. Quel politicien à Ottawa pense que c'est dans son intérêt que le Québec soit affaibli? Moi, je n'y crois pas. Alors, il y a des personnes qui pourront toujours dire que je suis dans un monde de licorne. Fine, je suis sur une licorne. Mais, alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont pas bons pour le Québec? Peut-être, sûrement. Puis qu'il faut collectivement, peu importe nos affiliations politiques, comment dire, pas combattre, mais en tout cas, tenir tête à ces personnes-là. 100%, je suis le premier à le dire. Mais le gouvernement fédéral fait sa job, puis Carney est super populaire, puis d'essayer de mettre Carney sous l'autobus en ce moment, en disant qu'il ne nous parle pas, puis il ne s'occupe pas de nous, puis qu'il va peut-être nous vendre, ou un truc du genre. Pas sûr nécessairement que c'était la meilleure... Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tout ça, comme on dit, ça tombe dans les éléments qui peuvent évidemment arriver au cours d'une campagne et soit dérailler ou faire changer la direction d'une campagne. Donc, c'est pour ça qu'on dit...
Le tout n'est pas encore joué. On va vous revenir évidemment la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. On travaille à avoir des invités sur le balado, évidemment, de discuter de l'élection ou autre chose, évidemment, autour de l'élection ou ailleurs. Donc, allez vous abonner, partagez, commentez, faites ces belles choses-là. On vous apprécie énormément, puis on vous voit encore la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci tout le monde. Ciao, bye. Ciao.